Bonjour à tous, c'est le suprême Yoshifil et aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de Diablo 2, La Résurrection, qui est le remaster de Diablo 2 sorti en 2000 chez nous. Qu'est-ce que Diablo 2? En fait, Diablo 2 c'est un hack and slash. C'est un genre de jeu que Diablo 2, notamment Diablo premier du nom, a créé et a révolutionné par la suite avec Diablo 2. Disons que Diablo 2 a sublimé le genre après Diablo 1. Est-ce qu'il y a des jeux avant Diablo en termes de hack and slash? Moi j'ai pas le souvenir. Alors il y a peut-être eu des petits jeux par-ci par-là, mais c'est vraiment Diablo qui a sorti le genre, si ce n'est l'a créé. Mais je peux pas vous le confirmer parce que il y a peut-être, voilà, les jeux sont tellement vastes qu'il y a peut-être un jeu que j'ai oublié. Mais Diablo 2 a permis, grâce à ce succès, on peut le dire, de voir l'apparition de d'autres licences hack and slash. Voilà, on va citer Titan Quest, on va citer les Sacred, on peut citer aussi Path of Exile, avec un accent anglais des plus magnifiques. Voilà, pour les exemples du hack and slash. On va pas traîner, hein, voilà. Pour moi, c'est le jeu qui a révolutionné vraiment, qui a sublimé Diablo premier du nom. Malheureusement, Diablo 3 n'a pas fait la même chose, mais j'en reparlerai par la suite, si j'oublie pas de parler de Diablo 3. Du coup, on va commencer. Donc, vous voyez, voilà, j'ai Malicia, mon ensorceleuse niveau 74. On va prendre le mode enfer, comme ça vous pourrez voir les subtilités qui entraînent cette difficulté. Donc voilà, moi je précise que je suis sur PC. Donc les petits raccourcis, même si on a la barre là, il y a les petits raccourcis clavier qui sera beaucoup plus simple à utiliser. Diablo 2, c'est quoi? Alors c'est très simple. On a un personnage. Je vous montrerai les différentes classes plus tard. Moi j'ai pris l'ensorceleuse. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'à chaque niveau, vous pouvez voir la barre blanche qui signifie les niveaux. Donc quand cette barre-là est remplie, on gagne un niveau. Et quand on gagne un niveau, on gagne quoi? On gagne des caractéristiques. Donc la force, la dextérité, la vitalité et l'énergie. On en gagne 5 par niveau. Et donc par exemple la force pour taper plus fort, mais aussi pour porter des équipements. Par exemple la couronne là, pour que je puisse la porter, il faut 103 de force. C'est pour ça que je suis à 103. C'est exact. Voilà, la force me sert qu'à ça avec l'ensorceleuse, pour porter des équipements et pour avoir une défense plus intéressante que j'avais avant. Parce que voilà, mon casque avant il devait être 49, une connerie comme ça, donc c'était vraiment très faible. La dextérité c'est pour toutes les classes, style Amazon avec l'arc par exemple. La vitalité c'est pour les PV. Vous voyez, vous pouvez voir que mon personnage a 627 de PV. Et l'énergie, c'est la mana. Donc à chaque fois que je lance un sort, j'utilise un certain nombre de mana, de points de mana. En plus de ça, vous pouvez voir la défense totale de mon personnage, donc 781. L'endurance, c'est la barre jaune, la petite barre jaune. Donc quand vous courez là, ça se voit pas, mais on verra tout à l'heure, quand vous courez, la barre elle diminue petit à petit. Et on a les résistances. Il faut savoir qu'en mode normal, on n'a pas de malus. En mode cauchemar, on a des points de malus. Et en mode enfer, on a encore plus de points de malus. Il faut savoir que par exemple, là, si j'enlève tous mes équipements, j'ai moins 80 en froid et moins 80 en foudre. C'est-à-dire que j'ai un malus de moins 80. Donc si je me prends un sort de foudre et de froid, je meurs quasiment en un coup. Alors peut-être pas, mais quasiment. Ça fait extrêmement mal. C'est pour ça que les équipements sont là aussi pour diminuer cette résistance. Enfin, pour l'augmenter, pour passer au positif. Donc, vous pouvez voir qu'avec la foudre, j'ai 28%. Donc, par exemple, là, j'ai résistance au poison 5%, effet du poisson réduit de 25% pour les dégâts. Voilà. Et j'ai ici 29% de résistance à la foudre, etc. etc. C'est une compotant, une importance capitale parce que ça va fluer, ça va, comment dire, ça va fluer, c'est pas français. Ça va jouer sur la difficulté du titre. C'est-à-dire que si vous avez des trop gros malus en résistance,
le jeu va être vraiment très très compliqué. Vous pouvez voir que par exemple j'ai moins 40%, moins 51% en froid, c'est une galère. En plus de ça, on a les caractéristiques, les compétences pardon. C'est nos sorts, l'arbre de compétences. Donc moi avec la l'ensorceleuse j'ai les sorts de froid, de foudre et de feu. Donc il faut savoir que moi au départ j'avais pris froid et feu. Je m'étais spécialisé dans météore et dans orbe gelée. J'ai dû faire. Donc il y a Akara qui permet de réinitialiser 3 fois. Et donc là je l'ai fait une dernière fois pour tester les sorts de foudre parce qu'en fait je rencontre un ennemi qui est insensible, immunisé au froid et au feu. J'ai testé avec la foudre, c'est pas beaucoup plus probable parce que je fais pas énormément de dégâts. Vous pouvez constater qu'il y a une sorte d'aléatoire et même 760, l'ennemi comme il se régénère. Je ne sais plus comment j'avais fait à l'époque. Bref, aparté faite. Donc vous avez un arbre. Et en gros, vous pouvez mettre 100 points. Parce qu'il y a 100 niveaux par personnage. 99 ou 100, je ne sais plus. Et vous gagnez des compétences grâce à la mission. Et comme vous faites normal, cauchemar et enfer, vous gagnez 3 fois des compétences en plus. Je ne sais plus c'est combien au total. Donc vous pouvez grosso modo avoir 5 compétences au maximum. Parce que le maximum c'est 20. En plus des équipements qui peuvent vous donner plus. Et du coup, en grosso modo, ça fait 3 personnages différents. Vous pouvez avoir 3 personnages différents. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une ensorceleuse avec les sorts de froid et de foudre. Ou une ensorceleuse avec le froid et le feu. Ou une ensorceleuse avec la foudre et le feu. Voilà, vous avez compris. En général, il faut toujours prendre 2 listes de sorts parce qu'en enfer, et même on commence en cauchemar, si vous n'en avez qu'une seule, il y a des passages, il y a des boss que vous ne pourrez pas passer. C'est un peu la problématique du jeu, c'est que quand tu tombes sur un boss qui a les 2 faiblesses, et bah t'es dans le caca. Moi la plupart je les ai esquivés, mais il y en a c'est des boss. Ou alors tu dois les tuer pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et comme il faut vraiment faire beaucoup de dégâts, tu peux pas avoir les 3 sorts. Tu peux t'amuser à prendre 3 dans chaque, mais vous ferez beaucoup moins de dégâts et vous galérez surtout en enfer. Bien évidemment vous pouvez prendre une ensorceleuse avec le froid spécialisé orbe et maîtrise du froid qui permettent d'améliorer nos pouvoirs. C'est-à-dire que par exemple il a marqué 95% la résistance au froid de l'ennemi. Il a moins 95%. Donc combiné avec ça, ça fait très très mal. Mais on peut aussi faire l'orbe de gelée et l'améliorer avec le bouclier. Qui permet d'améliorer grandement la défense parce que l'ensorceleuse est le personnage le plus faible du jeu. Donc tu as des boucliers pour se protéger, des boucliers pour renvoyer les dégâts. Et tu as un autre bouclier, je crois, c'est pour prendre les dégâts par rapport au mana. C'est-à-dire que les dégâts que tu devrais prendre, tu perds pas de la vie, tu perds de la mana à la place. Donc vous voyez que je l'ai pas fait. Voilà, donc l'arbre de compétences est assez simple. C'est assez révolutionnaire parce que c'est des codes qui ont déjà été pris par la suite par d'autres jeux. Comme par exemple la couleur, la rareté des objets. Par exemple le vert fait partie c'est l'objet le plus rare avec les objets uniques. Après, tu as les objets jaunes. Après, tu as les objets bleus. Par exemple là. Et ainsi de suite. Tu as les objets blancs, c'est les objets normaux. Et donc, les verts, vous voyez, il y a des familles. Donc là, il y a la famille Talracha. Et si vous réussissez tous les équipements et que vous arrivez à les avoir, ça donne des bonus en plus. Donc, on pourrait croire que le système est plutôt simple de base. Mais il y a tout un système à comprendre avant de pouvoir vraiment y jouer et comprendre toutes les subtilités. Là vous pouvez constater que mes équipements, pour ceux qui connaissent le jeu en enfer, ne sont pas de ouf. Voilà, moi quand j'étais en mode enfer à cette même période, parce que là je suis à l'acte 4 pardon. Moi j'avais une armure à 480 de défense par exemple. Une armure verte. J'avais une amulette qui me donnait plus 3 ou plus 2 en orbe, et ainsi de suite. Là j'ai un équipement globalement beaucoup moins fort. Mais alors du coup pourquoi c'est moins fort? Tout simplement parce que le jeu se passe au niveau pour l'équipement, ça se passe comment dire ça, de façon aléatoire. C'est-à-dire que voilà, on va aller taper des gens. C'est où l'entrée? C'est là. On va aller taper des gens, vous allez voir. Donc vous tuez un ennemi, il vous loot plein d'objets. De l'argent, des conneries.
Voilà. Donc là, pas de chance, il loupe rien. Donc là, vous voyez, voilà. Donc par exemple, là, il loot la thune et une potion de vie supérieure. Donc les potions, je vais pas expliquer, c'est pour rendre des PV et ça, c'est pour rendre de la mana. Et en tour des ennemis, vous allez choper plus ou moins du loot. Des objets de merde, ou des objets intéressants, ou... Et donc, voilà, on revient au niveau des résistances, c'est marqué insensible au feu. C'est-à-dire que la magie de feu ne fait aucun dégât. À part exception, ça fait aucun dégât. Donc il faut les tuer comme ça, donc avec l'orbe de feu. Et donc voilà, très bon exemple. Là, j'ai insensible au feu et au froid. J'avais une ensorceleuse qui avait les deux. Vous pouvez voir que je fais des dégâts minimes. Pourquoi vous me dites il est insensible? Et pourquoi je le touche? Parce qu'en fait, c'est grâce à l'arbre des compétences. Je vous ai montré la compétence qui permettait de baisser la résistance du froid. Il est à moins 95. Donc malgré la résistance, je peux le toucher. Mais parce que c'est un ennemi de base. C'est un ennemi du premier acte, en mode enfer. C'est un gobelin basique. Et du coup, bah, c'est pas partie des plus forts. Mais les boss, il y a marqué immunisé ou insensible. Et bah ça fait rien du tout. Vous faites 0 de dégâts. Ça sert à rien de vous acharner, vous ne ferez rien. Donc là j'ai utilisé un sort de foudre qui s'utilise tout seul. Merde, j'ai pas utilisé le blanc sort. Et donc je vais finir par arriver à le tuer. Pourquoi je veux le tuer? Pour vous montrer ce qu'il loot. Donc il y a des ennemis qui peuvent se régénérer. Petit à petit se régénèrent. Donc c'est les ennemis pour moi les plus casse-pieds. Parce que il y a des ennemis tu mets 3 heures à les tuer à cause de ça. Et donc là vous voyez, ouais, il a rien looté d'incroyable. Mais il a looté un objet bleu. Donc une baguette macabre. Donc ça en général c'est pour les chromanciens. Voilà, il y a des objets spécifiques par classe. Donc là, vous voyez, les chromanciens, moi j'ai un truc spécifique sorcière. Et donc il vous donne des compétences supplémentaires dans votre arbre. Donc par exemple, moi j'ai une arbre spéciale sorcière. Et donc, vous voyez le petit truc bleu, ça rajoute des points bonus à cette capacité-là. Et à celle-là aussi, par exemple. Vous voyez, normalement le maximum c'est 20. Bah là je suis à 21. Et donc le système de loot, c'est un système de hasard pur et simple. Comment ça fonctionne? C'est pas parce que vous faites l'acte 1 en mode normal que vous pourrez pas avoir des objets intéressants dès le début. Bien évidemment, vous n'aurez pas les objets les plus intéressants. Les objets que vous chopez en mode normal, vous ne les gardez jamais en mode enfer. Ou alors c'est vraiment que vous n'avez pas eu de bol. Et donc il y a un système de loot comme ça. Plus vous allez avancer, plus vous avez un pourcentage de chance de choper un objet intéressant. Ça garantit pas que vous ayez forcément un objet plus intéressant. C'est-à-dire que par exemple je peux tuer Baal en mode normal, il me donne des objets vraiment intéressants, et tuer Baal en mode cauchemar et il me donnera rien. Enfin, quasiment rien, ça arrive. Mais il y a un pourcentage plus fort. Et en mode enfer en général, c'est ça, c'est grâce au mode enfer que j'ai tous mes équipements là. Là je viens de l'avoir il n'y a pas longtemps, l'orbe c'est pareil. Les gants et le truc je les ai eu à l'acte 2 et 3. Il n'y a que l'amulette où j'ai eu que de la merde. Parce que en fait les amulettes peuvent donner des compétences pour les arbres des personnages. Et j'ai pas eu et j'ai de la merde. Vous voyez, si c'est toutes les résistances, c'est 63% d'or supplémentaire. Et donc le jeu se compose sur cette mécanique là, sur le système de loot. Certains vont être un peu désorientés parce que ils ont été habitués à looter, ramasser. Donc quand vous lootez, et donc là vous pouvez voir encore, j'ai un autre personnage, on n'a pas de chance, insensible au truc. Et quand vous lootez, vous n'êtes pas obligé de les ramasser parce que vous voyez comment on appelle ça, l'inventaire est vraiment petit. Parce que bon, en général on range les potions, donc on a plus de place. Les baguettes que j'ai là, je les mets au coffre. Ça aussi je les mets au coffre. Mais on a des grands charmes. Pourquoi j'ai des charmes? Parce qu'en fait ça me donne de la résistance. C'est ça qui permet de survivre aux résistances. Donc je crois que c'est moins 80 partout de base. Et donc on peut ramasser des petits charmes qui donnent résistance au feu, résistance au poison, pardon, etc., etc. Et donc c'est un jeu où il faut pas tout ramasser. Donc moi j'ai l'ensorceleuse. Je vais ramasser que des objets pour l'ensorceleuse ou que des potions. Voilà, la potion de mana c'est très important pour la mana. Donc vous pouvez voir par exemple que là
je suis freeze. Et comme j'ai une résistance au froid de moins 51, ça dure longtemps. Bref, à part tes fêtes. Et donc, le but, c'est pas de ramasser tout ce qui traîne. Je sais que le réflexe, c'est on ramasse tout. Voilà, on ramasse épée, on ramasse tout, on ramasse tout. Mais au bout de 30 secondes de jeu, et ben votre inventaire, il est complet. On fait quoi? Bon, bah on revient en ville, on fait un portail, on revient en ville. On revend, et ainsi de suite. Sauf que ça coupe le jeu. C'est pas intéressant, c'est anti-fun. C'est chiant comme la pluie. C'est pour ça que moi, je conseille à ceux qui n'ont pas joué au jeu, ou qui aimeraient le jouer, de pas tout loot. C'est-à-dire que vous ramassez, bien évidemment, les anneaux, les amulettes, et le reste, vous prenez bien évidemment les bottes au départ et tout, et le reste, dès l'acte, vous prenez que des bleus. Voilà, les blancs vous laissez, vous prenez que des bleus, et à partir de l'acte 2 ou 3, c'est vous qui décidez, vous prenez même plus les bleus, vous prenez que des jaunes et des verts. Parce qu'en fait, c'est des trucs qui servent à rien. Et même des trucs qui disent, oh ouais, ça va se revendre cher, des fois ça vaut rien. L'argent dépend des capacités. Par exemple, là, si je vends des objets, je sais très bien que ça va être au maximum de sa valeur. C'est-à-dire 35 000. Elle est où, Akara? Non, merde, je suis à l'ouest. Parce que la valeur d'un objet dépend des compétences. Donc là, ça vaut que 1000 balles parce que c'est de la merde. Ça fait de 10 à 20 dégâts et ça fait plus de dégâts minimum. Donc hop, poubelle. Mais là, par exemple, on sait très bien que voilà, je la vends 35 000. Pourquoi? Parce que tout ce qui est compétences de l'arbre des compétences vaut très cher. Là, c'est pareil parce que là, c'est une arme qui fait des dégâts et qui te fait des résistances. Et vu la défense, ça se revend 35 000, etc., etc., etc. Donc, je ne vous conseille pas de tout ramasser. Je vous conseille simplement de ramasser ce qui vous intéresse pour votre personnage. Donc, si c'est l'ensorceleuse, vous prenez ce qui est l'ensorceleuse, etc., etc. Parce que tout le monde après dit ouais mais c'est besoin d'argent. Regardez, j'ai 704 000 de thunes. J'en ferai rien. J'en ferai absolument rien. La thune ça sert à quoi? Ça sert à acheter, parce que moi je suis en sorceuse, à acheter des potions de mana parce que ça part très vite. Mais ça coûte 1000 balles. Le reste, ça peut éventuellement me permettre d'acheter des équipements parce qu'il y a vraiment un équipement incroyable chez le marchand. Mais ça va être 400, 500 000 maximum. Donc moi franchement je vous conseille pas de loot à tout va. C'est vraiment une perte de temps, surtout au mode normal. Parce que le mode normal, tu récupéreras jamais des objets que tu gardes. Moi là franchement, à 90% c'est des objets que j'ai chopés en mode enfer. Donc ça n'a aucun sens de s'amuser à loot. Ensuite, j'ai pas précisé, il y a une subtilité pour améliorer notre équipement. C'est les gemmes et le crâne. Donc vous pouvez améliorer, donc vous pouvez récupérer des petites gemmes. Et en fait, en ayant 3 gemmes du même niveau, là j'ai pas le petit, c'est des petites bagues. Vous en mettez 3 dans le cube Aura Dream. Et je vais faire un exemple. Est-ce que j'ai un exemple? J'ai pas d'exemple. Et en fait, vous prenez 3 objets, vous les mettez dans le cube et vous faites transmuter. Et en fait, ça va devenir un joyau plus performant. Et ainsi de suite, pour arriver à une améthyste parfaite. Chaque arme peut avoir des slots, c'est-à-dire... est-ce que j'ai une arme avec des slots? Oui, là. Par exemple, là, j'ai une arme avec 5 slots. C'est-à-dire que je peux mettre... Je vais pas le faire, mais je peux mettre une améthyste. Hop. Je l'incorpore à l'arme. Et là, je peux en mettre 5. Donc, c'est énorme. Mais l'arme est pas ouf. Parce qu'elle fait pas énormément de dégâts. Et que les capacités sont pas fortes. Mais 5 slots, c'est vraiment énorme. Je crois que c'est le maximum. 5 ou 6, je sais plus. Et donc, ça permet d'améliorer. Donc l'améthyste, par exemple, ça fait quoi? Si je le mets à l'arme, ça me donne plus 150 au score d'attaque. Si je la mets en armure, ça me donne plus 10 en force. Ainsi de suite, ainsi de suite. Après, t'as saphir, c'est la mana. Le rubis, c'est les points de vie. Le jaune, c'est les résistances. Le vert, c'est la dextérité. Le crâne, ça dépend. Ça peut voler de la vie, c'est-à-dire qu'on peut se rendre des PV comme ça. Ça rend de la mana tout seul.
etc., etc. Et lui, c'est ça peut avoir aussi la résistance au bouclier, etc., etc. Et en fait, le but, c'est que vous voyez, moi j'avais un personnage avant, dans les années 2000, où j'avais des slots, et mon personnage était beaucoup plus fort que celui-ci. Et j'avais été jusqu'à la fin de l'acte 5. J'avais pas réussi à aller plus loin parce que on rencontre un ennemi c'est juste les titans, pour ceux qui connaissent, c'est l'enfer, avec l'ensorceleuse. Et donc ça permet d'améliorer. Donc il y a plein de subtilités pour améliorer ses résistances, son pouvoir pour taper plus fort, pour faire plus de DPS et pour pouvoir devenir plus bourrin. C'est toutes ces subtilités. Et il y a aussi des runes. Et quand tu assembles des runes, ça te donne des capacités spéciales en plus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, vous avez compris le principe. Donc, je vais profiter aussi pour vous montrer les armes. Donc là, il y a les arbres jaunes qui pourraient éventuellement m'intéresser. Il y a les armes uniques, c'est-à-dire qu'elles sont dorées. C'est pas forcément les meilleures armes, c'est juste qu'elles sont uniques dans le jeu. Et on a les armes vertes qui sont par famille. C'est-à-dire que si vous arrivez à rassembler la famille et que la famille est assez intéressante, c'est bingo. Moi avec mon ancien personnage, j'avais 3 objets pareils. Et ça permettait de cumuler des améliorations pour ton personnage. Donc là, c'est ça le gameplay. Et le gameplay plus les subtilités du jeu. Et tout le jeu, ça va être de cliquer pour bourriner. Donc vous pouvez bien évidemment, comme je l'ai fait tout à l'heure, utiliser le sort de foudre. Vous pouvez utiliser le sort de bouclier pour améliorer sa défense, etc. Donc là, on peut faire ça. Et le gameplay du jeu, c'est voilà, vous avancez, vous ouvrez des portes. Vous avancez plutôt prudemment pour pas vous faire défoncer parce que là, on est en mode enfer, je peux vite mourir. Et là, voilà, on avance. Donc là, j'ai pris un téléporteur qui amène au boss de l'acte 1. Et donc là on avance, et bon, bizarrement il n'y a personne qui pop. Et donc vous allez devoir avancer et bourriner, c'est ça tout le jeu. Donc bien évidemment il y a subtilité selon les personnages. Il y en a c'est des attaques à distance comme moi avec mon ensorceleuse, il y en a c'est des attaques de corps à corps, il y en a qui font les deux. Le druide peut envoyer des sorts et se transformer. Invoquer des loups, des ours et des corbeaux qui tapent à sa place, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça le gameplay du jeu. On va se casser. Donc voilà, moi je voulais vous expliquer le fonctionnement, les subtilités du jeu. J'ai pas tout dit, mais j'ai dit le gros, notamment sur les loots. Vraiment, perdez pas votre temps à looter toute la journée. Parce que certains diront que l'inventaire a vieilli. C'est vrai qu'ils auraient pu faire un inventaire plus grand, mais le jeu n'est pas fait pour prendre toutes les armes. Alors, certains me diront, ouais, mais quand tu commences, t'as envie de tout ramasser. Oui, mais au bout de quelques heures, quand t'as fait l'acte 1 ou l'acte 2 et que tu vois que les armes te rapportent de la thune et que la thune ne t'en fait rien, à part si tu veux, je n'en ai pas parlé, tu peux engager des mercenaires. Un mercenaire qui peut t'aider, mais en dehors de ça, t'as pas besoin de dépenser. Et tu peux parier. Mais parier, moi, c'est de la merde. Tu dépenses une fortune et t'as toujours des objets de merde. En tout cas, moi, ça a toujours été comme ça. Et donc, voilà, le loot, vous passez outre. Donc là, c'est le jeu dans sa globalité. Donc, voilà, le hack and slash, c'est le genre de jeu qui est comme ça. C'est répétitif. Je reviendrai par la suite sur les points forts et les points faibles du jeu. Mais voilà, vous avez le jeu. Dans sa globalité, c'est ça. Est-ce que j'ai oublié un système ? J'ai parlé des immunités des ennemis. Ça, c'est un problème, j'en parlerai plus tard. Les différentes classes. J'en parlerai tout à l'heure parce qu'il faut que je quitte le système. On va parler des limites. Voilà, maintenant que j'ai mis le postulat de base, on va parler des limites de Diablo 2. Pour moi, ce qu'aurait dû améliorer Diablo 3. Les limites de Diablo 2, c'est que l'arbre des compétences qu'on a vu est très limité. On peut faire différents personnages, mais l'arbre n'est pas assez vaste. Pour moi, alors c'est un Diablo 2, hein. Pour moi Diablo 3 aurait dû faire ça en 3 fois mieux. Avec un système de pouvoir plus facilement réinitialiser ses points pour pas handicaper le joueur, pour pouvoir avoir des personnages différents. Parce que moi j'aime pas, c'est dans Diablo 3 tu rencontres un personnage et ben, il a la même capacité que toi. Il a pas le même équipement mais il a la même capacité.
Alors que dans Diablo 2, tu pouvais avoir une ensorceleuse spécialisée glace et une ensorceleuse spécialisée food. Et donc, t'as donné la même chose et avoir des subtilités pareil. Et donc, j'aurais aimé avoir ça. Donc ça, pour moi, ils auraient dû, pas facilement dans Diablo 2, mais ils auraient dû améliorer cet arbre-là dans Diablo 3. Il y a le fait aussi que Diablo 2 est un jeu très 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 répétitif. Ça peut être... ça a deux facteurs. Soit c'est répulsif, c'est-à-dire que Diablo 2, les gens ils vont finir le jeu s'ils arrivent à le finir et faire que le mode normal et passer outre. Et ils vont se dire non, c'est pas pour moi, j'ai fini le jeu, je me suis forcé, c'est vraiment trop chiant. Et il y a l'effet inverse addictif, c'est-à-dire que c'est un jeu qui peut donner des... Voilà, tu peux jouer, il y a des joueurs, moi je connais, même moi avec des potes en multijoueur, on jouait 4, 5, 6, des sessions de 6 heures sur Diablo 2, en multi, à 2, 3 ou 4, on a fait des LAN déjà. Et donc il y a que ce côté-là, c'est les deux opposés, c'est vraiment Diablo 2 est un jeu assez particulier. Parce que voilà, il y a des jeux où on est assez, comment dire, assez mesuré sur certains jeux. Même ceux qui n'ont pas aimé le jeu trouveront des qualités. Mais là, c'est vraiment soit on aime, soit on adore, soit on déteste. C'est un jeu très particulier à ce niveau-là. C'est que ça peut être addictif, on peut kiffer. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas, Diablo 2 n'est pas un jeu de mon top 20, par exemple. Peut-être de mon top 50, sûrement, mais pas de mon top 20. Parce que même si j'ai beaucoup aimé ce jeu, voilà, le côté répétitif, voilà, ça met dans la balance. Forcément, ça rentre dans les critères de pourquoi je le mettrais avant tel ou tel jeu. Il faut aussi, voilà, même si j'ai kiffé, il faut être aussi un peu réaliste, on va dire, sur ce côté-là. Et ça pose problème, et je peux comprendre que ça soit répulsif. Par contre, le problème du jeu aussi, c'est que le jeu devient vraiment intéressant à partir du mode, pour moi, fin cauchemar, début enfer, parce qu'en mode normal, tu roules sur le jeu. Tu roules quasiment sur le jeu. Tu meurs peut-être sur Duriel parce que il est surprenant et puis il tape vite. Alors que moi, je suis pas mort. Hein. J'ai réussi à esquiver avec l'ensorceleuse, je sais pas comment j'ai fait. Pareil en mode cauchemar. Par contre, en mode enfer, je suis décédé. Mais ça apporte, voilà, il faut vraiment être très vigilant en mode enfer. Il faut vraiment être au taquet. Il faut savoir ce que tu vas faire, comment esquiver. Il y a un sort que j'ai utilisé moi, téléportation, qui permet d'esquiver des ennemis. Voilà, il faut avoir, voilà, quand tu vas, tu vois des ennemis, tu fais oh putain, il faut répondre dans l'urgence. C'est-à-dire que sur console c'est difficilement faisable, mais il faut réagir. Voilà, je clique hop F7, hop, je lance l'attaque de foudre. Hop, je fais l'attaque de foudre, je lance l'attaque hop et je bourrine pour pouvoir geler les ennemis, pour les paralyser, pour essayer de les ralentir. Et si j'arrive pas, je me casse. Et j'utilise le mode téléportation. Je l'ai plus parce que j'ai réinitialisé mes points. Il faut aussi appuyer rapidement sur les potions, notamment les potions violettes que j'ai dans le coffre, qui rendent tes PV tout de suite. Donc là par exemple je vais utiliser une potion de mana. Attends, je vais utiliser ma mana dans le vide pour vous montrer. Parce qu'en fait là, le truc c'est que la mana ça remonte doucement. Donc là je suis à la moitié de ma mana, j'utilise une potion. Et donc vous voyez ça remonte. Plus ou moins doucement selon la capacité. Là c'est des grosses potions donc ça remonte vite. Mais la potion de violette, les grosses potions violettes redonnent le total d'un coup à la vie et au mana. Et donc l'intérêt du jeu repose pour moi au mode cauchemar. Évidemment on peut pas commencer un jeu au niveau 1 en mode cauchemar, on peut pas y arriver. Donc pour moi c'est comment dire, une des limites. C'est que le jeu ne permet pas de commencer en mode cauchemar au niveau 1. Je ne sais pas ce qu'ils auraient pu faire. Ils auraient pu faire un système d'avoir un personnage qui commence au niveau, je sais pas moi, au niveau 20, au niveau 25. Alors oui, on n'a pas le loot, mais c'est pas grave, ça rajoute un handicap. Pas en enfer, parce qu'en enfer c'est trop compliqué. Mais franchement, si tu commandes, moi je crois que j'ai fini le jeu au niveau 25 la première fois. De pouvoir commencer avec un personnage au niveau 25, commencer directement au cauchemar, quand on connaît le jeu. Parce que refaire, par exemple là j'ai fait un sorcelleuse au niveau normal, il faut que je refasse. Par exemple si je veux faire un nécromancien, il faut que je refasse en mode normal. Si je veux faire en mode Amazon, il faut que je refasse un mode normal. Vous voyez ce que je veux dire, c'est très très pénible. Parce que le mode normal c'est juste, pour moi c'est le tuto du jeu. Et donc
voilà, le jeu se limite au niveau de l'arbre des compétences, se limite au niveau de la difficulté parce qu'on peut pas choisir mode cauchemar au départ. Et c'est vraiment un problème si tu veux vraiment faire toutes les classes. Bien évidemment, tu n'es pas obligé de faire toutes les classes. Mais moi, je sais que j'ai quasiment fait toutes les classes au moins 2-3 actes. J'ai pas fini le mode normal, mais pour voir comment c'était, comment le personnage tournait. Par contre, même s'il est limité, on peut reconnaître que le jeu a révolutionné le genre. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu qui a montré beaucoup de codes, notamment sur le système des couleurs pour différencier les trucs, l'arbre des compétences qui a été repris grandement par d'autres hack and slash. Bref, il y a plein de trucs qui a été repris même dans des jeux non hack and slash, des systèmes qui sont devenus maintenant la norme. C'est Diablo 2 et Diablo 1 qui ont lancé la chose. Et pour le coup, on peut dire que Blizzard a fait fort avec cette licence. En tout cas jusqu'au 2 pour moi. Même si le 3 s'est bien vendu, c'est compliqué à mon niveau. Et donc on peut reconnaître cette force-là d'avoir lancé ça, d'avoir lancé le genre. C'est comme d'autres jeux, comme les Finales ou comme les Dragon Quest, qui ont lancé vraiment les RPG tour par tour. Il y a aussi le lore. Le lore est vraiment énorme dans ce jeu. Le lore, la mise en scène, les scènes cinématiques sont vraiment très cool. Le scénario, l'ambiance, en fait, voilà, le jeu, la force du jeu pour moi, c'est aussi l'ambiance, le lore, tout ça, l'OST. Donc vous pouvez l'entendre en fond. C'est pas des OST où tu auras un thème mythique, entraînant, qui déboîte sa maman en deux. Non, c'est une ambiance avec des musiques posées, mais c'est vraiment de très très bonne qualité. Notamment l'acte 1 avec la guitare. Il y a quelque chose qui se dégage de ce jeu. Et il y a le côté angoissant, il y a le côté gore, parce qu'en fait, quand tu tues des ennemis, et ben, il y a du sang qui coule, quand tu tues des vers, est-ce que je peux aller voir un truc dans les vers? On va essayer de voir si je peux trouver des trucs un peu gore. Et en fait, ça te met tout le côté dégueu, le côté gore. Tu le ressens, toi, tu le vois, voilà. On va aller dans le repère, pile poil. Et donc là, tu vois, on parcourt, c'est une mission. Et en fait, tu peux rencontrer voilà, des trucs comme ça. Et en fait, tu vois là, quand tu vois les cadavres. Bon, on va éviter de crever quand même parce que j'ai pas pris de potion. J'aimerais bien pouvoir aller sur le truc. Et en plus ils peuvent faire mal, c'est con parce que au pire si je meurs, vous verrez comment ça meurt. J'ai pas de potion, ça va. Et donc là, vous voyez à l'image les cadavres qui jonchent le sol. Et des fois t'as 20-30 ennemis comme ça qui jonchent le sol et ça fait un côté vraiment dégueu. Voilà. C'est vraiment un truc gore quoi. Et à ce niveau là le jeu tient ses promesses quoi. Toute ambiance pour moi c'est le point fort du jeu. Moi je parlerai pas de tout le reste, mais s'il y a un point à noter, c'est l'OST, l'ambiance, tout ce qui est mis autour de ça, c'est les environnements qui sont la lumière du personnage qui éclaire pour voir où vous voyez, on voit pas à 2 mètres. Il y a un côté risque en fait. Et donc on va se casser. Il y a un côté risque. Quand on se balade. Donc là c'est un peu plus où on voit un peu plus parce que on est à l'extérieur. Mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire en parlant de ça. Après les environnements, vu qu'on aborde le sujet, il y a des hauts et des bas. Moi je trouve que l'environnement du 3 est juste moche. Les autres s'en sortent plutôt bien parce qu'il y a des qualités. Parce que le premier, c'est le camp des rocs qu'on a vu. C'est plus des plaines angoissantes, des plaines morbides. Là, on a le désert. On a les montagnes avec le froid. On a l'enfer. On a le marais dans le 3. Et vraiment, le 3, visuellement, c'est pareil.
Donc d'ailleurs, c'est quel bouton pour changer déjà le visuel? Non. Voilà. Et donc vous pouvez... La force aussi, c'est qu'on peut voir l'environnement dans les années 2000. On peut voir que même si ça vieillit, pour les années 2000, c'était vraiment pas mal. Il y a des environnements dans l'acte 5 où on peut voir des trucs en contrebas. Il y a vraiment... Voilà. Et vous pouvez voir qu'il y a vraiment eu un effort sur le visuel entre avant et maintenant. Le cadrage aussi qui a été mis au goût du jour. Et donc vous pouvez voir que le désert est quand même un peu dégueulasse en mode normal. Alors que là vous voyez que... Bref, vous avez compris le principe. Et ça c'est vraiment une capacité qui est... Enfin, pas une capacité, une fonction qui n'est pas dans tous les jeux, mais il y a quelques jeux qui le font, ça devient de plus en plus la norme. Et je trouve ça sympa de pouvoir voir là, de pouvoir comparer, de pouvoir... Après, même si c'est un jeu qui est sorti en 2021, il faut remettre dans le contexte du jeu pour le hack and slash. Sur le fait que ce soit répétitif, etc. etc. Par exemple. Du coup, on va revenir dans le camp des rocs. Je vais pas tout vous spoiler les environnements, pour ceux qui n'y ont pas joué. Qu'est-ce que j'ai pas abordé? Le bestiaire. Les boss, le bestiaire. Je vais pas pouvoir aller voir un boss et vous montrer comment ça se passe. Quoique. On va aller, je vais acheter des potions et on va aller en mode normal. Ça sera plus simple. J'ai pas envie de me prendre la tête à tuer un boss en mode enfer. Pas que j'y arriverai pas, c'est que ça va être long parce qu'en fait il faut que je tue des ennemis qui sont plus résistants. Il faut que je jongle entre les pouvoirs parce qu'il y en a qui sont résistants, etc. etc. Vous comprendrez que c'est pas du gâteau. Donc là on va sauvegarder. Et on va jouer, et là on va choisir en mode normal. Donc le bestiaire, c'est assez varié. Mais voilà, un autre défaut entre guillemets, c'est que la plupart des ennemis, bon je parle pas de mode enfer, mais en mode normal, vous les tuez en un coup quoi quasiment. À part les boss. Et c'est vrai qu'il y a un côté redondant. Peut-être qu'ils auraient dû mettre moins d'ennemis, mais plus résistants. Je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a un côté, il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. Moi je pense. Pour pouvoir rendre le truc un peu plus punchy. Après, il y a le côté aussi gratifiant d'avancer, de bourriner, de tuer des centaines et des centaines d'ennemis. Parce que voilà, il y a le côté tout puissant. Même si on peut vite mourir dans le jeu, il y a le côté tout puissant. Pourquoi la map elle est pas dévoilée? Parce qu'en fait, comme j'ai changé d'acte, les trucs se réinitialisent. Donc je sais plus où est la fin. Donc je vais vous discuter du jeu en même temps. Donc là je tue tout le monde en un coup, donc je vais même pas me faire chier à rester. Et donc le problème, là je risque rien, je suis en mode normal. Le problème des boss, c'est que en gros c'est soit tu bourrines parce que tu as une classe bourrin, genre barbare, et tu utilises tes potions le plus vite possible pour pouvoir le tuer le plus rapidement possible. Soit tu as des classes style Amazon, style ensorceleuse, qui peuvent être à distance, et là c'est un peu bénil. C'est tu dois courir pour pouvoir esquiver et le tuer le plus rapidement possible. Tout en prenant des potions et tout et tout. Donc c'est un peu... voilà, c'est les boss. Visuellement, c'est vraiment impressionnant. Enfin je trouve, Andariel, Baal et tout, il y a un côté impressionnant. En tout cas à l'époque, moi j'avais trouvé ça très classe. Mais sur l'intérêt des boss, je pense que c'est ce qui est le moins intéressant. Quand tu sors bien évidemment de l'aspect visuel, de la surprise, de pas vouloir mourir, c'est ça, c'est que Diablo tu composes plus pour pas mourir, rester en vie, que pour le fun du combat. Vous voyez ce que je veux dire? Tout repose là-dessus. C'est plus là-dessus, c'est plus le côté survie que le côté fun du combat. Il est où elle est où cette Andariel? Et donc le bestiaire, je dirais que pour les années 2000, je trouve qu'il est assez fourni en termes de visuel. Voilà, t'as des gobelins, t'as des vers, t'as des sortes de scarabées, t'as des sortes de grosses mouches, t'as des zombies, t'as des squelettes. Bah, bref, t'as une variété de trucs dégueulasses assez incroyable. Après, vu que tu refais 3 fois le jeu,
Bon bah c'est un petit peu redondant vu que tu rencontres les mêmes ennemis. Mais, et puis il faut savoir aussi que, par exemple, moi j'ai fait, par exemple tu fais le jeu, et bah tu peux refaire, tu peux sauvegarder, tu fais une pause, tu reviens, et bah t'auras pas exactement les mêmes ennemis. C'est-à-dire que tu peux avoir par exemple à un endroit, je sais pas moi, t'as des vers et des scarabées, tu reviens, bah tu peux avoir des vers et des magiciens. C'est pas forcément exactement le même bestiaire. J'aimerais vite qu'on avance parce que je ne sais plus où est Andariel là-dedans. Je suis même pas obligé de les tuer, hein, ils me font que dalle, donc on va avancer. Qu'est-ce que je voulais parler exactement? Je regarde ma petite fiche à chaque fois. Il y a bien évidemment il y a un mode multijoueur. Donc là c'est le côté synergie. D'avoir des joueurs qui permettent de taper au corps à corps. D'avoir des joueurs à distance. D'avoir des personnages à invoque. D'avoir une multitude de personnages différents qui peuvent avoir une synergie entre eux pour pouvoir se sortir de situations compliquées. Parce que là je suis tout seul donc il n'y a pas ce côté là. Donc si vous voulez ce côté synergie et puis le fun aussi entre joueurs, le multijoueur, franchement, il n'y a rien de tel. Et pendant que je fais le combat, pour moi, je vais expliquer que ce remaster, malheureusement, il n'y a aucune prise de risque. Certains me diront que c'est le principe du remaster. Je suis désolé. Pour moi, c'est pas possible. Donc là, on est dans la salle du boss. Parce que, voilà, avant, on avait des remasters. Je vais prendre un exemple. Link to the Past sur GBA. Il y avait un mode multijoueur qui avait été créé. Avec... le nom m'échappe. Le jeu multijoueur Zelda... Ah Bref, vous voyez ce que je veux dire. Qui avait été créé pour l'occasion, qui était un mode multijoueur en plus. Et il y avait un donjon en plus dans le jeu. Donc, c'était le remaster. Et puis graphiquement, c'était amélioré, bien sûr. Mais t'avais un remaster, à l'époque ça s'appelait pas comme ça. Mais t'avais un remaster là-dessus. Donc attendez, je refais le... Vas-y, viens. Et donc là, t'as Andariel. Donc elle va vite mourir. Donc je vais pas la bourriner. Hein, parce que je suis 73. La première fois que tu la rencontres, t'es niveau 10. Comme ça. Donc là, voilà. Le but du jeu, c'est quand t'as la sorceleuse et que tu peux pas les tuer la première fois que tu fais. Et bah c'est ça, tu bourrines, t'envoies ton sort. T'envoies tes sorts, tu cours, t'envoies tes sorts, tu cours, t'envoies tes sorts, tu cours. Et si t'es barbare, c'est je m'approche, je bourrine, je me soigne, je bourrine. Et si je vois que je perds trop de PV, je me casse avec un téléporteur. Et donc voilà, et tu fais ça. Donc en mode normal, ça dure pas très longtemps le combat. Et donc voilà, et voilà, on va la tuer, voilà, elle est morte. Et donc il fait popper des objets qui peuvent être vraiment très intéressant. Donc là on va regarder ensemble parce que j'ai popé une globe sacrée, je l'identifie. On voit que c'est pas très bien. Parce qu'en fait il n'y a pas de capacité spéciale pour... Enfin si, 2 télékinésie c'est de la merde. Bref, c'est du caca. Mais en mode normal c'est déjà pas mal. Et donc vous pouvez voir, c'est ça les modes de combat. C'est ça pour moi qui est le plus dérangeant on va dire sur le fait que que Diablo 2 a vieilli à ce niveau-là. On a la preuve. Pour moi, c'est le truc qui me marque le plus. C'est-à-dire que les boss, parce que dans tous les voilà, on a été habitué à que ça soit un RPG, que ça soit un Zelda, d'avoir un boss pas forcément très difficile, mais un boss où en fait il faut découvrir son point faible. Il faut savoir comment l'aborder pour pouvoir le tuer. Il y a ce côté-là, ce côté sa stratégie. Là, dans Diablo, c'est tu bourrines quoi. Tu esquives, tu bourrines, tu bourrines et tu te soignes. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, les boss sont pas incroyables. Visuellement, encore une fois, mais sinon, non. Et donc, désolé pour la partie vu qu'on avait le boss. Il y a. Du coup, le remaster ne prend aucun risque. Donc, dans ce jeu, il n'y a pas d'acte supplémentaire. Parce qu'en fait, il y a eu Diablo 2 et Extension qui est sorti plus tard. Donc dans Diablo 2, t'as jusqu'à l'acte 4 et l'extension a donné l'acte 5. Avec des mises à jour pour pouvoir remettre à zéro son arbre de compétences, etc. Donc pas d'acte supplémentaire. T'as pas de quête annexe, parce qu'ils auraient pu... parce qu'en fait, il y a un acte court, c'est l'acte 4. Et bah ils auraient pu, au lieu d'en faire 6 et fait 3 missions, bah, ils auraient pu rajouter une ou deux missions.
ils auraient pu rajouter des donjons annexes, rajouter pour récupérer une arme ultime, ce qui avait déjà été fait dans Diablo 2 et extension. Donc ça dénature pas le jeu. C'était le jeu de base qui était comme ça, mais il fallait rajouter quelque chose de nouveau, une mécanique peut-être, rajouter quelque chose en plus. Euh, Par exemple, il y a un truc drôle où on peut faire popper le jeu de vache, la dimension vache où en fait c'est des hommes centaures qui ressemblent à des vaches et c'est un truc marrant où tu peux t'amuser à les buter. C'est un truc caché grâce à un objet. Ils auraient pu rajouter ça, ils auraient pu en rajouter deux trois. Un petit truc supplémentaire. Ouais, moi je suis pas du genre à vouloir un jeu refait du début à la fin. Moi, quand on refait un remaster, j'ai envie d'avoir quelque chose en plus. Je kiffe, voilà, moi franchement, j'ai rejoué à Diablo. Je kiffe parce que voilà, moi ça a été un jeu, c'est l'un des jeux PC qui m'a le plus marqué, moi à mon époque. C'est un jeu où j'ai une affinité pour ce jeu. Mais ça m'empêche, je suis très content de retrouver le jeu. Mais comme A Link to the Past, j'aurais aimé avoir des trucs en plus. Et c'est là que tu vois que ils ont changé parce que dans les années début 2000, c'était des remasters où ils reprenaient l'essence même du jeu, les mêmes mécaniques, les mêmes donjons et tout, mais en rajoutant quelque chose. Et depuis l'ère 2010, et bah, ce système a complètement zappé. Il fait non, non, on fait pas rien en plus. Les gens ils vont acheter parce que c'est Zelda, parce que c'est Diablo, parce que c'est Mario. On refait la même chose. On fait un petit côté lifting HD parce que là l'aspect visuel est vraiment refait. C'est pas qu'un lifting. Et, euh, et puis on voit que au niveau de la fluidité, ça a été amélioré. Parce que quand j'enlève, voilà, vous voyez que le personnage bah, est beaucoup moins fluide. Ça se voit systématiquement. Et moi, ça me dérange de voir qu'un jeu comme ça n'a pas proposé un truc en plus. Ça leur coûte quoi? Ça leur coûte quoi de rajouter? Ça fait plaisir aux personnes de base comme moi, les fans de la première heure. Ça fait plaisir d'avoir du contenu en plus pour les nouveaux joueurs. Ça fait plaisir, voilà. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Surtout que Diablo 3, je vais faire un aparté sur Diablo 3, n'a pas apporté en plus ce que les fans auraient voulu, c'est-à-dire un arbre beaucoup plus intéressant, une répétitivité moindre. Et au final, Diablo 3, c'est un arbre quasiment inexistant. Tous les joueurs ont le même personnage plus ou moins. Et je trouve que ça marche pas, ça fonctionne plus. Il y a quelque chose qui a été enrayé pour moi quand j'ai fait Diablo 3, j'ai rien ressenti. Je dis pas que c'est un jeu pourri, mais je dis que c'est pas un jeu qui restera inoubliable. C'est pour ça que dans le 4, j'espère qu'ils vont mettre les ingrédients du 2, sublimant le 2, pour pouvoir avoir un jeu vraiment excellent, en palliant le côté répétitif par des mécaniques, par des subtilités, pour rendre les boss plus intéressants. Est-ce que j'ai abordé tout le système? On va pouvoir conclure. C'est un miracle, j'ai fait moins d'une heure. Final, pour conclure, Diablo est plus complexe qu'on pourrait le croire en premier abord, avec tout ce que je vous ai expliqué sur l'équipement, sur les subtilités, des caractéristiques et des résistances. Vous voyez, regardez, là en mode normal, j'ai 75% positif, là et là, de résistance, c'est-à-dire que ça me fait que dalle un dégât. Alors que l'autre côté, j'étais à moins je sais plus combien. Donc voilà, vous pouvez voir en direct la différence. Et donc c'est plus subtil, le jeu est beaucoup plus subtil qu'on pourrait le croire. Alors c'est pas un jeu extrêmement subtil comme pourraient le faire d'autres genres de jeux, style tactical RPG comme Disgaea, où il y a des trucs, il y a des subtilités de partout. Mais c'est plus subtil qu'on pourrait le croire. Il y a tout un système qui fait qu'on peut créer son personnage de A à Z en termes de capacité, même si, encore une fois, on est limité. Il y a toute une création de personnages. Chaque personnage est différent des uns des autres. Et, euh, et ça reste addictif pour ceux qui aiment ce genre de jeu. Je conseille à ceux qui ne sont pas des grands fans du genre de le faire en multijoueur
pour moi, c'est un jeu qui a marqué son époque. Voilà, je vais être clair. Il y a des jeux qui ont marqué leur époque, comme Ocarina of Time, parce que c'était le premier Zelda en 3D. Pareil pour marquer, ils ont révolutionné le jeu 3D. C'est eux qui ont mis les bases des jeux 3D, que ça soit un jeu comme Mario 64 a mis les bases du jeu de plateforme par exemple. Voilà, Diablo 2 a mis les bases du hack and slash. Pour moi, ça a révolutionné à son temps. Moi, je trouve pas que le jeu n'est plus jouable maintenant parce qu'il y en a qui disent ouais, ça vieillit, ça vieillit. Moi, je connais des gens qui n'ont pas connu Diablo 2 et ils jouent en multi, ils kiffent et ils sont même addicts entre guillemets au jeu parce qu'il y a un côté additif. Parce que l'aspect visuel qui a été refait, ça, tu vois, regarde, c'est quand même joli. Voilà, il y a eu du taf, il y a eu du taf de fait, il y a quelque chose au niveau visuel. Et donc, on peut accrocher encore à Diablo 2 en 2021. Alors, ça ne marchera pas avec tout le monde. Ça marchera peut-être pas avec les joueurs plutôt récents, on va dire. C'est-à-dire que ceux qui ont connu les jeux à l'époque, même s'ils n'ont pas joué à Diablo, ils peuvent apprécier. Est-ce que des jeunes joueurs de 14-15 ans apprécieraient le jeu? Je peux pas vous dire, j'ai pas cet âge-là. Je pense que c'est possible, surtout en multijoueur entre potes. Voilà, c'est un jeu qui a révolutionné son genre. C'est un jeu qui est plutôt fun, mais qui est trop répétitif. Les boss sont pas fun. Il y a les maps, les maps se répètent. Voilà, là je suis dans la prison, les catacombes plutôt. Et ben en fait comment dire, c'est une superposition de cartes et en fait avec des environnements plus ou moins similaires, en tout cas dans chaque donjon. Et donc ça évolue plus ou moins. Après, t'as un côté Égypte, tombeau. Après, t'as un côté où on a vu grotte un peu gore. Après, on a un côté. Ça fait très égyptien, je trouve. Il y a des temples un peu, voilà, un peu pyramidal. Il y a il y a des prisons, il y a des trucs comme ça. Mais ça, c'est vraiment à part exception, ça va toujours vers la même lignée, quoi. C'est vrai que à ce niveau-là, c'est limité. Donc voilà, ça pêche à ce niveau-là. Ça pêche au niveau des environnements. Des fois, il y a des. Pas beaucoup, mais des fois, il y a des donjons où il faut faire 5 étages. La plupart, c'est 1, 2 ou 3. Donc on est content parce que ça évite d'avoir des trucs trop grands. Mais dans l'acte 5, je crois qu'il y en a un qui fait 4 ou 5. Donc c'est rébarbatif et ça peut être long, ça peut être chiant. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ce Diablo-là est vraiment limité, on va dire. Mais après, c'est. Voilà, Blizzard, il me semble, qu'avait posé la question est-ce que vous voulez un remake ou un remaster. Tous les joueurs ont dit qu'ils voulaient un remaster, ils voulaient le même jeu. Ils voulaient le même jeu, mais en plus beau, hein, pour pouvoir y jouer en 2021. Donc pourquoi se casser le cul à prendre un risque de faire un flop? Blizzard, ils ont dit ça y est, on va faire un jeu. Alors, c'est pas Blizzard qui a refait ce remaster, je sais plus, c'est une boîte annexe. Et il y a du taf. Il y a du taf. Le jeu coûte 40€, certains diront que c'est un scandale. Mais pour le taf effectué, je dirais pas que c'est du vol. Moi, je dirais que c'est un poil trop cher pour 40 balles. Moi, j'aurais dit entre 30 et 40. Mais les 40, c'est vraiment le maximum. Mais ça le vaut parce que il y a des jeux où en fait ils te font un lifting et ils mettent ça à 40, 50 balles et ça pose de problème à personne. Donc là il y a vraiment un taf visuel. Voilà, on peut pas le nier quoi, on peut pas le nier. Regardez au niveau des flammes, regardez au niveau du visuel du bassin. Il y a des environnements qui sont plus beaux que d'autres, notamment la montagne. Les montagnes sont quand même beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus belles que ça ne l'était. Là, regardez, là c'est tout vide. Là, il y a des alcôves pour montrer une sorte de renfoncement, il y a des subtilités. Voilà, on voit qu'il y a eu du travail, quoi. Il y a eu quelque chose. Et pour moi, ça reste un jeu incontournable. Après, est-ce que c'est pas un jeu que je dirais, je vous conseille ou je vous conseille pas? Parce que, comme j'ai dit au début, c'est un jeu comment dire, qui est très clivant. C'est soit on adore, soit on déteste. Après, il y a des gens qui peuvent être au juste milieu parce qu'ils se rattachent au mode multijoueur. Il serait que le côté multijoueur apporte une synergie, puis même on fait des blagues,
on rigole, et donc le temps passe plus vite et on se rend pas compte en fait. On se rend pas compte que tu as passé 2 heures à... Et puis il y a aussi l'aspect comme quoi le jeu, une fois que tu le connais, voilà, moi quand je connais le jeu, l'acte 1 je le fais en moins d'1 heure. En mode normal, voilà, si tu speed, si tu bourrines et tout, en 40 minutes tu finis l'acte 1. Quand tu connais le jeu, quand tu sais où il faut aller, etc., chaque acte ça fait moins d'1 heure. Vraiment. Après, en mode cauchemar et enfer, c'est différent. En mode cauchemar, je vous avoue que moi j'ai tracé quasiment sans aucune difficulté. Bon, après, en mode enfer, voilà, tu passes beaucoup plus de temps dans les, euh, dans les donjons parce que il faut vite revenir pour récupérer des potions, pour se soigner. Les ennemis sont plus longs, etc. etc. Donc voilà, moi je vous dirais de tester le jeu si vous connaissez quelqu'un qui l'a, de pouvoir tester par vous-même, de pouvoir y jouer. Moi je pense que c'est un jeu qui vaut le coup. Si vous avez peur de vous ennuyer, faites le jeu en mode multijoueur. Vraiment, ça évitera l'ennui. Moi je l'ai fait en solo pour le moment avec mon ensorceleuse parce que j'avais envie de pouvoir finir le jeu en mode enfer avec l'ensorceleuse parce que c'était pas le cas il y a 20 ans. Je ne sais pas si je vais réussir parce qu'il y a un ennemi, j'arrive pas à le passer. Et comme l'ensorceleuse n'a pas d'autre aspect que la magie, c'est compliqué. Donc voilà, moi je trouve que le jeu, même 20 ans plus tard, est toujours un must. Dans son genre, bien sûr. Je le compare pas à d'autres jeux, bien évidemment, mais voilà, voilà, par exemple, si je devais dire est-ce que ça vaut pour moi, par exemple, je sais pas, je vais citer un jeu, est-ce que ça vaut Donkey Kong de Tropical Freeze. Je parle bien évidemment, là c'est un truc rien à voir. Platformer, j'ai plus kiffé à jouer à Tropical Freeze, entre guillemets, parce que c'est le genre de jeu qui me plaît plus. Voilà, dans ma liste, bah, il sera devant Diablo 2 par exemple. Mais c'est un must de son genre, c'est un jeu pour moi qui m'a marqué. J'ai passé un nombre incalculable d'heures en LAN. À l'époque, on faisait des LAN, maintenant il y a le multijoueur sur internet. On va faire des LAN en direct parce que c'est encore plus fun. En ramenant nos PC portables, nos tours, etc. Il y a ce côté-là convivial qu'offre Diablo 2. Et là, on peut faire un mode multijoueur encore plus simple que Battle.net à l'époque. Et voilà, rien que pour le mode multijoueur, je conseille aux gens de le faire en mode multijoueur, vraiment. Euh, Peut-être que ça sera pas votre jeu préféré, que vous passerez pas un moment incroyable, mais ça sera fun. Avec les gens que vous êtes, voilà, ça sera marrant. Et puis vous devrez vous battre parce que c'est un jeu à l'ancienne. Pour récupérer les équipements, c'est le premier qui ramasse qui est servi. Donc il peut y avoir des petites plaisanteries assez amusantes entre potes. Nous, avec mes potes, on se marrait à ce niveau-là, on se volait les trucs. C'est un peu comme New Mario où on pouvait se tuer entre nous juste pour le fun. Alors qu'au final, c'est un jeu d'équipe. Bref, voilà, je pense que vous avez mon avis, le gameplay, qu'est-ce qu'on fait pendant le jeu. Donc c'est vrai que c'est un jeu répétitif. Voilà, je pense qu'il y a toutes les clés en main pour vous donner envie ou pas de jouer au jeu. Avant de se quitter, je vais juste vous montrer les classes, les différentes classes. On va créer un nouveau perso. Créer un nouveau perso. Donc là, on a l'Amazon. Donc elle manie la lance et l'arc. Donc le javelot. Bon, lance, javelot c'est pareil. C'est un personnage très bourrin au javelot. Parce que l'arc c'est très compliqué. Je vous conseille pas Amazon Arc en premier personnage. Parce qu'on commence à galérer dès l'acte 3. Parce qu'en en fait, c'est le problème. Le problème, c'est que vous tirez à l'arc, donc il y a des compétences pour pouvoir tirer plusieurs flèches, etc. Mais c'est pas comme la magicienne qui peut faire des sortes de zones ou l'assassin. C'est vraiment personnel et donc quand il y a des hordes d'ennemis qui arrivent à 10-15, et ben vous êtes vite débordé. Ou alors il faut engager un mercenaire et le faire évoluer et qu'il soit résistant. Donc je vous conseille pas l'arc. L'assassin qui fait partie des personnages de l'extension avec le druide, très bourrin, qui a un système de pièges, tu peux poser des pièges de corps à corps. J'aime beaucoup cette classe, ça fait partie de mes préférés. Le nécromancien qui fait
soit des invoques, soit des magies de poison et de destruction avec les corps. Le barbare bourrin, bourrinage, c'est le personnage que je trouve le moins intéressant, mais pour débuter et pour pas réfléchir à ce qu'on fait, bah, c'est très bien. Le paladin, c'est le personnage vraiment très cool en multijoueur qui peut aider, qui peut donner des bonus aux autres. Il a aussi des capacités comme épine qui renvoie les dégâts. Il a des équipements personnels qui peuvent être très cool. Je l'ai pas dit, mais chaque personnage a des objets spécifiques. Genre Malicia, c'est la baguette. Le barbare, c'est le casque. Le nécromancien, c'est le bouclier, etc., etc. La magicienne, c'est celle qui est que à distance. Elle attaque vraiment qu'à distance. Tous les autres personnages, vous pouvez vous amuser à faire un build corps à corps. Même le nécromancien, oui, vous pouvez faire des invoques et mettre tout en force pour bourriner. C'est pas impossible pour aller plus vite. Il y en a qui disaient que c'était hérésie, mais en fait, le nécromancien, tu mets un petit peu de points en, en énergie, mais pas beaucoup. Et tout le reste, tu mets en vie et en force, en fait. Donc, vous êtes tout à fait capable d'avoir une arme qui défonce le truc. Et le druide, c'est un mélange de magie. Il a une magie de terre et de vent. Très cool. Il peut se transformer en bête, loup-garou, gros ours, etc. Et il peut invoquer des ennemis, il peut invoquer des animaux. C'est un peu le familier. Donc voilà, j'ai fait le tour des personnages. 5 personnages à ses forces, à ses faiblesses. La magicienne fait beaucoup de dégâts magiques, mais elle a une fragilité assez incroyable. Vous pouvez vite mourir en un coup, même en mode normal. Le nécromancien à ce côté-là aussi, mais comme il a des protections, bon bah voilà. Et je conseille, voilà, l'Amazon pour moi en début de partie, c'est compliqué à l'arc. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Je pense que j'ai rien oublié. Je pense qu'on va conclure sur le fait que c'est un jeu que je conseille à ceux qui veulent faire du multijoueur. Vraiment, faites-le en mode multijoueur, pas en solo dans votre coin. Vous pouvez le faire en solo dans votre coin pour voir comment ça se passe. Faire le premier acte pour être un peu aguerri sur les subtilités. Il y a des subtilités que j'ai pas dit. On peut récupérer des objets uniques qui permettent de fabriquer des armes uniques. Ça, j'en ai pas parlé. Je vous laisse découvrir aussi des choses de votre côté. On peut réinitialiser vos caractéristiques autrement que par un PNJ. Il faut récupérer des essences. Mais ça, je vous laisse découvrir si jamais vous en avez besoin. Moi, il faut que je récupère des essences parce que je me suis amusé à changer pour voir ce que ça faisait et je suis pas très content. Donc on va rechanger. Bref, j'espère que les explications étaient claires. 1 heure. Voilà, j'ai pas réussi à faire en dessous, j'ai trop babatté à la fin. Je vais essayer de faire une sorte de structure. Ça va être compliqué parce que c'est vrai que je suis revenu sur certains trucs de structure sur la vidéo pour l'explication du gameplay, par exemple les forces, les faiblesses, comme ça, pour ceux qui s'intéressent, vous irez là où ça vous intéresse. La phrase que j'ai répétée 3 fois, qui veut rien dire. Bref, vous m'avez compris. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.